Bonjour à tous et merci à l'organisation de me donner la parole aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de parler d'endurance et d'alimentation encore plus. Donc aujourd'hui, on parle d'alimentation du cheval d'endurance de haut niveau et plus particulièrement des pratiques des cavaliers de 130 et 160 km. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'endurance de haut niveau ? C'est des épreuves de 130 et 160 km qui sont courues en un jour, qui peuvent parfois être... il y a aussi des épreuves de 2 fois 100 km courues sur 2 jours. Et donc, ces épreuves sont courues en plusieurs étapes, 4, 5, 6 étapes, avec des pauses de 40 à 50 minutes entre chaque boucle où les chevaux se reposent et sont alimentés. En France, on a constaté une belle évolution de la discipline depuis ces 10 dernières années. Et en 2011, on comptait 90 épreuves de haut niveau, 2300 départs sur ces épreuves et des courses qui se courent en moyenne aujourd'hui à 16 km/h. Et il y a 10 ans, elles se couraient à 14 km/h, donc on gagne en vitesse et en nombre de partants, donc une évolution au niveau des performances. Du coup, c'est vrai que tout ceci entraîne de grands questionnements au niveau des cavaliers et notamment au niveau de l'alimentation, puisque en fait, on se doute bien que pour réaliser un effort de ce type, qui représente plus de 10 heures d'effort, eh bien donc on a de réels besoins, notamment en énergie. Et donc, les cavaliers se posent beaucoup de questions sur l'alimentation en période d'entraînement pour préparer le cheval, mais aussi en compétition, les jours avant la course, le matin de la course, au moment des wetgates, donc des pauses, et puis à l'issue de la course. Donc, mais pour mieux les conseiller, c'est toujours mieux de connaître ce qu'ils font sur le terrain. Et aujourd'hui, il y a peu de données concernant les pratiques de ces cavaliers. Donc mes collègues ici présents et puis notre équipe aussi, on a fait déjà des enquêtes, mais ça concernait parfois des populations bien particulières, comme des cavaliers présélectionnés en équipe de France ou des cavaliers bourguignons, puisque notre équipe est située en Bourgogne, mais qui couraient sur des épreuves de 20 à 160 km. Donc l'idée de notre travail était d'aller sur le terrain et d'enquêter auprès des cavaliers qui courent sur des épreuves de 130 et 160 km. L'idée étant bien sûr d'améliorer le conseil en alimentation et aussi d'orienter les axes de recherche pour nous, chercheurs aussi, pour toujours répondre à une demande de terrain, ce qui semble extrêmement important. Donc ce que l'on a fait, c'est donc une enquête de terrain qui a été réalisée, qui a été basée sur un questionnaire comportant 4 volets distincts. Donc on a posé des questions au cavalier le concernant lui pour savoir précisément quel était son niveau de compétition et bien valider qu'on était sur une population de haut niveau. Quelques questions aussi sur le cheval, sur sa race, sur son mode d'hébergement. Et ensuite, les 2 gros blocs qui nous intéressaient, c'était donc l'alimentation en entraînement, avec des questions sur le type de fourrage, comment il était distribué, en quelle quantité, le concentré, les suppléments nutritionnels, etc. Ensuite, un gros volet sur l'alimentation en compétition. Donc, on a vu les différents points importants, la veille, le matin même, au moment des wetgates. Et donc, nous nous sommes déplacés à l'occasion de 2 épreuves d'endurance de niveau international qui étaient réparties sur les territoires plutôt distantes. Il y en avait une qui était en Bretagne et l'autre dans la région centre. C'était vraiment pour avoir un large panel de cavaliers et donc pas focalisé sur des cavaliers bretons ou des cavaliers du sud, par exemple. Donc, au niveau des résultats, d'abord au niveau des cavaliers et des chevaux enquêtés. Il s'avère que la population était vraiment représentative de ce qu'on voulait faire. Donc on a eu 49 cavaliers qui nous ont répondu, ce qui représentait 38% de réponses, donc on a réussi quand même à avoir des données intéressantes. Et les cavaliers étaient bien des cavaliers de haut niveau, puisque 90% d'entre eux étaient des cavaliers qui étaient qualifiés, qui avaient déjà couru en 130 et 160 km. 90% d'entre eux avaient plus de 5 années de pratique et en plus de ça, on avait 40% de professionnels, c'est-à-dire de cavaliers qui vivaient de la discipline.
Les chevaux étaient, comme attendu, des chevaux arabes ou issus d'arabes, ce qui confirme tous les travaux qui ont déjà été réalisés sur les populations de chevaux d'endurance, avec une prédominance des chevaux arabes dans la discipline. Au niveau des pratiques d'alimentation en entraînement, une chose importante, ça ne concerne pas tout à fait l'entraînement, mais c'est qu'il faut savoir que ces chevaux avaient un accès très important au paddock ou au pré, voire même quelques-uns d'entre eux qui étaient en permanence menés en extérieur, même chez des chevaux de haut niveau. Donc là, vous voyez par exemple des chevaux de très haut niveau menés en paddock individuel dans une écurie d'entraîneur professionnel. Une autre chose importante aussi, c'est que 90% des chevaux enquêtés étaient hébergés chez leurs cavaliers. Donc ça peut être intéressant pour des gens qui ont besoin de vendre du conseil, de vendre des aliments, qu'on ne trouvera pas les chevaux dans des grandes structures ou dans des centres ou dans des écuries de propriétaires, parce que les chevaux d'endurance, en fait, ils sont chez les gens et chez les cavaliers qui les sortent en compétition. Nous sommes aperçus également qu'en fait la ration de ces chevaux était basée sur un apport important de foin qui était pour la majorité d'entre eux constitué par un apport de foin de prairie naturel et la plupart du temps enrationné. Alors la limite que nous avons eue bien sûr, et vous pouvez vous en douter parce qu'au niveau de l'alimentation, c'est que le foin, souvent on le distribue mais on ne connaît pas la quantité distribuée. Donc souvent, les gens vont nous dire écoutez, on donne 3 fourches le matin et 3 fourches le soir, ou une tranche de Big Bag, etc. Donc c'est toujours un peu délicat à évaluer. Ceci étant, on a quand même eu des résultats et des réponses, et on a pu estimer la quantité de fourrage ingéré par jour à environ 8 à 9 kg par jour et par cheval, ce qui représente un niveau d'ingestion, c'est-à-dire ramené au poids vif du cheval, de presque 2%, ce qui est beaucoup plus important que des chevaux de CSO et de complet où on tourne autour de 1,5% du poids vif. Donc une chose importante aussi dans l'alimentation du cheval d'endurance. La deuxième chose, c'est que concernant la complémentation, donc en céréales ou en aliments élaborés, on a une multitude de pratiques, comme on peut le voir sur ce schéma. L'idée, ce n'est pas de détailler toutes les pratiques, mais vous montrer qu'il y en a beaucoup. Ce qui ressort de ceci, c'est que, en fait, la plupart du temps, les cavaliers vont associer plusieurs aliments concentrés. Les modalités qui ressortent le plus souvent, c'est donc une association d'un aliment granulé et d'un aliment floconné, ou d'un aliment floconné et de l'orge. Il faut savoir que le floconné était présent dans 63% des rations, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on le considère un peu comme un aliment de prédilection pour les chevaux de compétition, ou il est considéré par les cavaliers. Là, c'était plus facile d'évaluer les quantités. Et donc, on a estimé la quantité journalière d'aliments concentrés à 2,5 kg par jour, ce qui représente un niveau d'ingestion toujours ramené au poids vif de l'animal à 0,6% du poids vif, ce qui est beaucoup moins important, toujours comparé à d'autres chevaux de CSO ou de complet qui ont souvent de plus grandes quantités d'aliments concentrés. Au niveau de la supplémentation, les pratiques sont relativement simples. En moyenne, les chevaux reçoivent 2 suppléments nutritionnels qui sont souvent une combinaison d'une pierre à sel et d'un complément minéral vitaminé en plus de la pierre à sel. En plus de ceci, on peut constater que dans 55% des cas, on avait un ajout une supplémentation en matière grasse qui était le plus souvent faite par un apport d'huile de table directement sur la ration. Donc c'est vraiment une pratique qui est très importante chez les cavaliers d'endurance de haut niveau. Au niveau des électrolytes, une chose intéressante, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler des électrolytes et des réhydratants en endurance pendant plusieurs années, et des travaux ont montré que ce n'était pas forcément nécessaire, en tout cas en entraînement, et donc on confirme là que c'est vrai que seuls 12% des cavaliers en utilisaient dans notre enquête.
Au niveau des pratiques en compétition, il faut savoir qu'en endurance, les chevaux sont amenés 2-3 jours avant l'épreuve sur le site de la compétition et sont donc hébergés en box, démontables ou pas, mais en box. Et on essaye le plus possible de pas trop les perturber. Et donc chaque cavalier amène son petit paddock et ses petits rubans et on fait nos paddocks nous-mêmes et il y a toujours un espace réservé. Donc pendant ces quelques jours précédant l'épreuve, au niveau de l'alimentation, la majorité des cavaliers nous ont dit qu'ils ne changeaient pas du tout l'alimentation. Ils maintenaient les horaires de distribution, les quantités, et ils n'avaient pas donc. Parmi les 24% quand même, juste à noter, quelques-uns, les 24% qui ont estimé changer les pratiques, quelques-uns d'entre eux nous ont dit qu'ils changeaient l'alimentation puisqu'en fait ils changeaient le foin apporté, puisqu'en fait le foin en compétition est fourni par l'organisateur. Et ça c'est peut-être quelque chose d'important à prendre en compte. Quel est l'impact de ce changement de qualité de foin entre celui qu'on a à la maison et celui qu'on a en compétition? Alors, le matin, juste avant le départ, il faut savoir que les départs sur ces épreuves-là de 130 et 160 km sont donnés vers 5 et 7 heures du matin. Et donc, la grande question est de savoir s'il faut nourrir le cheval ou pas avant le départ, sachant que ce n'est pas du tout l'heure habituelle. En général, il a plutôt son repas de concentré le matin à 8 heures. Et sachant en plus qu'il a du foin à volonté toute la nuit d'avant. Et là, effectivement, vu la réponse de nos cavaliers, on voit bien qu'il y a un petit souci et qu'en fait, il y a 50% de gens qui vont donner un repas de concentré et 50% des personnes qui ne vont pas en donner. Et ça reflète bien qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Sachant que si on en donne, les cavaliers qui donnaient un repas de concentré le donnaient 2 heures avant la compétition. Donc là aussi, un point extrêmement important à prendre en compte, peut-être dans des axes de recherche ultérieurs. Entre les étapes, les chevaux, on a dit tout à l'heure, ont 40 minutes de pause. Et donc là, on essaye, souvent on aménage un petit endroit. Bon, c'est sûr, c'est pas, ils ne vont pas toujours rentrer au box, ils vont rester plutôt près de la ligne de départ, dans des endroits réservés, et dans une aire de grooming, on appelle ça. Et donc les chevaux sont nettoyés et ils vont se reposer. Et là, on a constaté en fait que quand le cheval a passé le contrôle vétérinaire, on va l'amener donc dans son aire de grooming, et d'abord on va présenter un aliment concentré et qui est la plupart du temps un aliment floconné qui va être distribué à hauteur de 1 à 2 litres dans 90% des cas. Beaucoup de cavaliers aussi ont tendance à distribuer des pommes et des carottes. Et puis ensuite, une fois que le cheval a mangé ça, on va lui proposer du foin à volonté, voire de l'herbe, etc. Il faut savoir que ce moment-là est vraiment crucial et que en fait, 61% des cavaliers nous ont montré et nous ont dit qu'ils avaient été très souvent confrontés à un manque d'appétit, voire une perte d'appétit totale de leur cheval à ces moments-là, et donc avec le risque que le cheval fasse une hypoglycémie ou ne puisse plus terminer la course derrière. Donc c'est vraiment un problème, un point important chez le cheval d'endurance. Le soir après l'épreuve, pas de problème, 90% des gens donnent du foin à volonté, très peu en donnent un repas de concentré, et donc voilà, c'est plutôt une bonne pratique, on va dire. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, je pense que ce qui est important, c'est de tenir compte de ce mode de vie un peu particulier des chevaux d'endurance qui ont beaucoup accès à l'extérieur. Parce qu'en termes de rationnement, il va falloir aussi tenir compte de l'herbe qu'ils vont ingérer, puisque parfois les paddocks sont enherbés, pas forcément beaucoup, mais il y a de l'herbe. Donc vraiment très très important. La deuxième chose, c'est que finalement, on a une alimentation relativement simple, basée sur un apport de foin important. Et enfin, des questionnements sur l'alimentation le jour de l'épreuve persistent, notamment est-ce qu'il faut nourrir le cheval avant le départ et comment stimuler l'appétit et maintenir l'appétit tout au long de l'épreuve. Je remercie les cavaliers qui ont répondu et qui ont joué le jeu, à la personne qui a testé le questionnaire en amont, et puis à M. Brevard, notre cher statisticien d'AgroSup. Et merci à vous de votre attention.